elles souhaitent quand même faire des extensions, il y a des méthodes plus douces. Vous notez les filles tout ce que Sandra dit au fur et à mesure. Hein. D'accord, il y a Voilà, des méthodes plus douces. Il y a des méthodes plus douces, notamment les extensions à clip. Donc souvent cette méthode-là est confondue avec la méthode à froid. Donc il faut savoir que les clips, ça peut être posé dans un salon, mais normalement c'est conçu pour être posé soi-même. Donc c'est très rapide. C'est vraiment ça se clip à la racine. C'est des petites barrettes. Les clips, c'est des petites barrettes qui se clipent, qui s'accrochent et qui se décrochent à volonté. Donc on les met quand on en a envie, on les enlève quand on veut. On peut les enlever pour dormir, pour se laver les cheveux. Et là, il n'y a pas une grande traction. Alors, je te coupe, mais le cheveu est de moindre qualité que les extensions qu'on fait poser en salon, non ? Pas forcément, non. En fait, pour les clips, on a des extensions soit de cheveux naturels, donc 100% naturels, ou des extensions synthétiques avec de différentes qualités aussi, parce qu'il y a du synthétique de chez le chinois, et puis il y a du synthétique qui imite vraiment la fibre capillaire qu'on peut lisser, donc pas forcément de mauvaise qualité, non. Donc on a les deux, après ça dépend du budget. Voilà, si vous voulez des vrais cheveux naturels, donc ça sera un budget plus conséquent. Et si vous voulez une petite fantaisie, voilà, vous avez des extensions à clip en synthétique, un peu moins cher. Alors, nous, on a trouvé un truc, Sandra. Tout à fait. Pour changer de tête et pouvoir donner un petit coup de folie quand on a envie de sortir. Alors voilà, Sandra m'a posé donc une fausse frange. Une fausse frange, en 2 minutes, c'était posé et je viens de l'enlever en 10 secondes. Voilà. Donc, n'hésitez pas parce que c'est sympa, c'est ludique, ça permet de changer de tête. Tout à fait. Et pour les jeunes femmes qui ont envie de changer de coiffure, ça permet aussi d'avoir un a priori différent et une approche en se disant, ah, ben finalement, ça m'irait bien. Exactement. Et c'est pareil pour les couleurs. Tout à fait. Parce que comme vous voyez sur vous, c'est en fait cette belle perruque. On appelle ça une perruque, Sandra ? C'est pas vraiment une perruque. Moi, je trouve que c'est un petit serre-tête frange. Voilà. On dit un certain frange noir. Voilà. Donc, moi qui n'avais jamais mis de noir, ou vous ne me connaissez pas en noir, et ben voilà. Et ben, c'est un petit accessoire très sympa, très ludique, très mode. Merci Sandra pour ces différentes informations. C'est un plaisir. Et pour ces petits trucs. Allez les filles, des bisous. Ciao. Salut les filles. Salut Christelle. Salut. Christelle, tu es notre psychologue dans Secret de Filles. Il paraît. Vous la connaissez toutes. Vous adorez lui poser des questions. Aujourd'hui, c'est Kelly qui a une question pour toi, Christelle. Alors, Kelly, elle a 25 ans. Elle vient de perdre un être cher et elle n'arrive vraiment pas à faire face, à remonter la pente. D'accord. Et elle en a vraiment marre d'être triste. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller justement pour arriver à garder le moral et passer le cap? Le mot est très juste parce que elle est dans ce qu'on appelle le deuil. Et le deuil, c'est des étapes. Malheureusement, on est obligé d'y passer. Donc, on aimerait bien avoir la petite formule magique ou la pilule à prendre pour ne plus être triste, ne plus y penser. Malheureusement, c'est un passage obligé. Alors, on dit qu'un deuil doit se faire en 9 mois. Ah ouais. Oui. Après, ça dépend d'une personne à l'autre, voilà, c'est un peu. Mais au-delà, si ça prend plus de temps, après, on parle d'un deuil qui se fait mal ou qui ne se fait pas. Et là, faut se faire aider parce que ça veut dire que il peut y avoir des choses plus graves de l'ordre de la dépression. Enfin voilà. Donc au-delà de 9 mois, on s'inquiète si c'est pas passé. Oui, au-delà de 9 mois, on s'inquiète. Après, là, pour le moment, Kelly elle est dans la phase où elle est triste. Et alors, c'est normal d'être triste, c'est normal de pleurer. Ça fait du bien de pleurer. Oui, ça exorcise un petit peu. Mais c'est vrai qu'on se dit, quand est-ce que je vais m'arrêter d'y penser et si Kelly, elle fait attention, elle va s'apercevoir que, au fur et à mesure, elle y pense un petit peu moins. Un peu moins souvent. Donc, être à l'écoute des petits progrès qu'on fait au quotidien. Exactement, c'est ça pour qu'elle puisse se raccrocher à la vie, parce que voilà, il y a toute cette notion de deuil, c'est la vie, la mort, tout ce qui se passe pour nous quand on perd un être cher. Il faut surtout Kelly continuer à sortir, continuer à vivre, c'est très important. Se dire que la personne qu'on a perdue, elle aurait souhaité qu'on continue à vivre. C'est quoi justement les petites motivations comme ça qui vont nous aider tu dis, c'est une phrase juste, on se le dit tout le temps, penser à ce qu'elle aurait aimé, à continuer à être dans la vie. Oui, c'est ça. Se dire que justement, c'est un hommage finalement qu'à la personne qu'on a perdue, c'est de continuer à vivre pour elle, de la garder
de la garder dans un coin de son cœur, dans un petit coin de sa tête, et puis voilà, voir que la vie reprend le dessus. Mais en tout cas, pour le moment, il faut accepter cette tristesse, Mais j'imagine chacun a un temps différent, comme tu disais, Oui. un temps d'acceptation plus ou moins long. Chacun fait avec ce qu'il peut. Ben oui, et puis là, pour Kelly, c'est la tristesse, mais il y a d'autres personnes, ça va être la colère. Parce que voilà, on peut en vouloir à la terre entière d'avoir perdu quelqu'un. Effectivement, ça paraît des fois très injuste. Merci beaucoup Christelle. Écoute Kelly, on te souhaite bon courage. Bon courage, énormément de courage. J'espère que, ne t'inquiète pas en tout cas, ne culpabilise pas. Comme dit Christelle, chacun son temps, prends ton temps et fais-toi confiance et ça devrait passer. En tout cas, si au bout de 9 mois ça passe pas, essaye de consulter pour voir s'il n'y a pas un autre souci derrière. Merci beaucoup Christelle. Salut les filles. Au revoir. Bonjour les filles, bonjour Vina. Bonjour. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Vina, qui est notre coach beauté. Vina, nous avons Florence. Florence, elle a 22 ans. Et Florence, elle voudrait savoir comment est-ce qu'on maquille des yeux de couleur marron. Comment cet été, est-ce qu'on peut donner des couleurs des maquillages un peu tendance pour cet été quand on a les yeux marrons? Quand on a les yeux marrons, on peut se permettre pratiquement toutes les couleurs. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Oh, Par rapport aux autres yeux, aux autres iris de yeux, on peut se permettre tout. Il y a les couleurs flash électriques, le bleu électrique, qui vont très bien aux yeux marrons, les couleurs hérissées. Elles peuvent se permettre quasiment toutes les couleurs. Quand on prend par exemple la couleur de tes yeux qui est foncée et les miens qui sont plus clairs, quel comparatif on peut faire au niveau des couleurs? Par exemple, moi, il y a des couleurs que je ne peux pas mettre que toi, tu peux mettre. Si tu dis que les yeux marrons peuvent mettre... Moi, je peux mettre du doré. Moi, non. Non. T'as fait moche. Ouais. J'ai essayé. C'est un peu fade. C'est ça. C'est pour ça que je mets de l'argent. Ensuite, quelles sont les couleurs qu'on peut conseiller à Florence? Quel panel de couleurs on peut lui conseiller? Tout ce qui tire sur le champagne, le doré, D'accord. le bleu électrique, le petit rose aussi. Un rose fuchsia? Non. Un rose dragé. Voilà. Dragé. Ouais. D'accord. Petit rose poudré, Qu'elle là. peut mélanger avec Un du peu champagne. mélanger, voilà. D'accord. Ouais. Ok. Les tendances fard à paupières là pour l'été, c'est quoi? Printemps-été 2014, on est dans quel ton là? C'est les couleurs roses. On est dans le kaki? Oui, le kaki aussi. Le vert, le kaki, le bordeaux. D'accord. L'orange. D'accord. Sympa. C'est toujours soit des smokies, soit l'œil en éventail, en papillon. La banane, le dégradé. D'accord. C'est surtout les couleurs qui sont importantes. Ouais. Après, les techniques restent les mêmes. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des couleurs à bannir? Je ne mettrai pas du rouge, par exemple. On ne met pas de rouge sur des paupières. Ouais. À part si c'est Halloween. Ah oui, voilà. Très bien. Pas de rouge, pas de jaune. Non. On évite. Le jaune non plus. Non. On évite le jaune, on évite le rouge. Très bien. Par contre, le noir. Ah, le noir, oui. Le noir avec un mélange de champagne, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être sympa. Ouais. Salut les filles. Salut Alice. Salut. Alice, tu es créatrice design. Oui. Alice fait plein de choses et notamment des kokedama, c'est ça? Oui, c'est ça. Kokedama. Alors moi je sais pas du tout ce que c'est, mais tu as une question d'Audrey qui a l'air d'être un petit peu plus, expérimentée que moi. Elle a 25 ans et elle te demande, les kokedama, est-ce que c'est de la culture ou est-ce que c'est juste de la déco? Déjà c'est quoi, s'il te plaît? Alors, les kokedama, c'est des pots en matière végétale suspendue. Alors, ça vient du Japon. Ok. Donc on y met une petite plante du style bonsaï en fait. Au départ, c'est un dérivé du bonsaï, Ok. qui est vraiment une partie prenante de la culture japonaise. Donc ça se présente comment? Tu as... Alors en fait, on va faire une boule avec du terreau à bonsaï. Ouais. Ensuite, on Une va... boule, comment tu la durcis? Alors en fait, c'est le terreau à bonsaï, c'est un mélange spécifique Ok. qui contient plusieurs matières qui font qu'en fait, quand on la travaille, on peut l'agglomérer et en faire une boule. Donc on fait une boule avec du terreau à bonsaï. Voilà, terreau à bonsaï. Ensuite, on met la plante dans la boule. On aplatit la boule. On met la plante dessus. La plante, ça va être quoi? Un bonsaï? Alors, oui, normalement, au Japon, c'est un bonsaï. Ok. Donc ça veut dire que c'est une plante qu'on a traitée de manière à ce qu'elle soit miniature. Donc c'est des grands arbres, en fait, ils mettent un espèce de champignon dans les graines, qui vont réduire la taille... Et donc, ensuite, le bonsaï va pousser dans ce terreau. Voilà, c'est ça. Au Japon, ils mettent des bonsaïs, mais ils mettent aussi des orchidées.
Parce qu'on peut mettre aussi des orchidées. Ça doit être joli Mais aussi. c'est des orchidées qui ont des racines profondes. Parce qu'il y a différents types d'orchidées. Il y en a qui ont des racines qui sortent. Je conseille pas de faire avec celle-là parce qu'elles finissent par mourir. D'accord. Les pauvres, Donc elles pour ont être trop d'eau. sûr, un bonsaï. Donc du terreau à bonsaï, un bonsaï planté dedans et ensuite on le suspend. En suspens, on met de la mousse autour. On met de la mousse autour Oui, ou autour de la boule. autour de la boule. J'ai cru de autour manière... du bonsaï. Enfin, si, quelque part. Mais on entoure Le terreau. On entoure Ah oui, le pour que ça terreau soit plus joli. pour que ça soit plus joli et que ça tienne. Que quand on met de l'eau, qu'il faut bien arroser la plante. Quand on met de l'eau, tout s'effrite pas et puis que l'humidité soit retenue. Ok. Donc on va mettre de la mousse qui s'appelle la sphaigne, qui vient du sphaigne. Chili. On peut mettre aussi de la mousse vivante, hein, mais en général on met une couche de sphaigne. Donc la sphaigne, c'est quoi? C'est de la mousse? C'est de la mousse, c'est la mousse végétale, hein, Oui. vivante, enfin qui a été vivante à une époque, mais qui est séchée. Ah d'accord, donc elle est morte là maintenant. Là elle est morte. Quand D'accord. on l'achète en magasin de jardinerie, enfin. Donc on trouve ça de partout dans les jardineries. Alors non, il y a que quelques jardineries qui font ça sur. Se renseigner Voilà. sur internet. Et donc on a notre boule de terreau recouverte de mousse pour faire joli et pour retenir l'eau Voilà. pour que notre arbre pousse. Voilà. Et ensuite c'est suspendu et c'est de la déco. Oui. Pour répondre à Elodie, est-ce que c'est de la culture ou est-ce que c'est de la déco? Un ikebana? Non, un kokedama? Un coquedama, parce que l'ikebana, c'est pas la J'ai même trop chose. du mal, un Copacabana. Alors, donc, c'est de la culture ou de la déco? Bah, c'est de la culture japonaise. Et c'est aussi de la déco. Parce qu'on fait ça pour faire joli. Bonjour Christophe. Bonjour Mélanie. Salut les filles. Bonjour les filles. Christophe, tu es hypnothérapeute. Absolument. Eh ben, ça tombe bien, on a une question d'hypnose pour toi. C'est celle de Mélanie, elle a 29 ans et elle a un petit peu peur. Elle se demande si elle peut se faire manipuler sous hypnose. C'est Non. pas le fantasme type ça. Disons que c'est pas une série américaine surtout. C'est ça, elle a trop regardé Type, la télé. Freddy ou je sais pas. Bon, maintenant la peur est hypnotique, mais bon, non, on ne peut pas être manipulé sous hypnose. Mis à part de tomber sur quelqu'un, un hypnothérapeute qui est très convaincu de votre devenir et qui veut faire de vous quelque chose qu'il a envie d'être forcément lui-même. Donc non. C'est possible quand même ça? S'il y a des fêlés, oui, peut-être. Oh là là. C'est pas mon cas, mais bon, voilà. Non, on peut pas être manipulé parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Quand on fait, par exemple, une induction, c'est-à-dire que, ou même l'hypnose tout simplement, c'est que en hypnose, c'est-à-dire que la patiente va être dans un état de conscience modifié, d'accord, ou Oui. un état de conscience augmenté. Il faut savoir que vous avez votre conscient, vous avez votre inconscient. L'inconscient fonctionne à 25 bourrées la seconde et le conscient fonctionne à 1 octet la seconde, c'est-à-dire une page Word. Voilà, tout Alors, simplement. la différence entre La les deux. différence, c'est-à-dire il va falloir recréer le lien, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme ça activement avec son conscient, consciemment, comme nous le faisons là actuellement, d'accord. Mais il y a toute la partie derrière, c'est-à-dire il y a les coulisses, il y a tout, il y a les coulisses du spectacle et on sait que la grosse armurerie, elle est derrière. Donc, comment on atteint justement alors le subconscient? tout simplement, par exemple, l'inconscient, c'est-à-dire que tout simplement, L'inconscient. voilà, l'inconscient, c'est-à-dire que en fait, il va falloir lors d'une induction, par exemple, vous êtes dans un état d'éveil augmenté, les yeux fermés, ça va vous permettre tout simplement de mieux communiquer avec vous-même, ce fameux vous-même, c'est-à-dire de pouvoir réunifier, de pouvoir mieux s'entendre, de pouvoir, mieux communiquer avec soi-même, c'est-à-dire en reliant le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes dans une phase d'induction, que vous êtes allongé, vous allez avoir votre hypnothérapeute qui va vous parler. Vous avez les yeux fermés, mais vous créez vos propres images, vous entendez vos propres sons. Il s'agit de votre propre réalité. Donc on est conscient, mais on est atteint conscient, son inconscient. C'est quoi la différence? Subconscient, inconscient? Écoutez, je pense que c'est une appellation un peu improprement dite, tout simplement, parce qu'elle est générée dans les bouquins, etc. Maintenant, le subconscient, c'est un petit peu ce mode de fonctionnement intérieur qui est là, comme ça, donc je on dirais, dit, le bon terme, c'est inconscient. c'est l'inconscient. Voilà, Donc, vous avez à peu près 10% de conscient et 90% d'inconscient. Le fameux iceberg, que tout le monde d'ailleurs a appris, je pense, à l'école, on va passer en revue ce fameux schéma. Pour répondre à Mélanie, donc dans quelle mesure on ne peut pas être manipulé? Pourquoi c'est impossible d'être manipulé sous hypnose? Parce que l'autre ne peut pas, déontologiquement, d'abord, c'est pas possible, c'est inconcevable, ça ne peut pas se faire, ce serait inadmissible si c'était le cas, de toute évidence. Par contre, effectivement, s'il y a une personne qui est manipulée sous hypnose, c'est
je dirais, la patiente ou le patient lui-même qui va manipuler les choses. C'est un travail de jongleur finalement, avec les informations qu'il reçoit, c'est lui qui va s'approprier. Vous savez, Donc on reste maître de cette vous situation. vous êtes maître, et le manipulateur, c'est le patient ou la patiente lui-même ou elle-même, tout simplement. Et qui vont manipuler les informations, les visions, les images, les sons, les odeurs, enfin tout ce qui éveille nos sens, qui vont manipuler tout ça, qui vont aller revisiter tout simplement leur passé, et puis comprendre surtout leur mécanisme, et puis voilà. Après, quand ce travail-là, il est fait, il faut accepter que je fonctionne comme ça, mais maintenant, c'est la personne qui l'aura déterminé, c'est la personne qui l'aura défini, qui l'aura compris, qui l'aura analysé elle-même, tout simplement. Donc concrètement, Mélanie, on n'est pas, comme le disait Christophe, dans une série américaine ou sur scène avec des pseudo hypnotiseurs justement qui sont en fait des mentalistes. Ça n'a rien à voir. Un hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui a étudié, qui a une déontologie, c'est une question de confiance. Et puis, surtout, important, on reste maître, c'est nous-mêmes qui allons faire le travail, vous n'êtes qu'un guide. Voilà, c'est que, oui, on peut appeler ça comme ça, un guide. Mais à savoir que chacun de nous a son guide, le fameux guide intérieur, qu'on voit en hypnose d'ailleurs. Et donc, en même temps. Vous nous aidez à essayer de l'écouter, ce fameux guide Il faut intérieur. apprendre à l'écouter, le guide intérieur. C'est la fameuse intuition. Ça peut être effectivement la fameuse intuition. Moi, je dis toujours que l'intuition est son meilleur ami. Voilà. Et il faut savoir s'écouter soi. Mais bon, ça, c'est selon moi.